Shalom, shalom. Soyez bénis par le Seigneur qui a fait les cieux et la terre. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Alors, avec vous, le pasteur Patrick Anani, auteur, éditeur, grammairien, auteur, commentez cette vidéo et même en direct. Dans cette vidéo, la grippe espagnole, un retour sur la pire pandémie de l'histoire. Alors, soudaine, fulgurante, extrêmement contagieuse était la grippe espagnole qui se répand entre mai 1918 et avril 1919 sur tous les continents, infectant un tiers de l'humanité. Mais la grande guerre touche à sa fin et l'épidémie passe presque inaperçue. Il faudra attendre l'apparition d'un nouveau virus dans les années 1950 pour qu'on se souvienne de ce cataclysme sanitaire mondial et qu'on en écrive son histoire. Ce pire cataclysme ou l'un des pires cataclysmes sanitaires de l'histoire, pour résumer d'un trait la pandémie grippale qui s'est abattue sur la planète voilà près d'un siècle. Les historiens n'y vont pas de main morte et pour cause entre mai 1918 et avril 1919, la grippe espagnole, pourquoi l'appelle-t-on espagnole? Parce que, quoi qu'elle a eu la source en Amérique, comme nous allons le voir, la grippe a semblé avoir pris naissance à Madrid avec la maladie du roi Alphonse XIII et de son premier ministre. A infecté, pense-t-on, 700 millions de personnes. Oui, 700 millions, soit un tiers de l'humanité. En fait, près de 50 millions de victimes, c'est-à-dire 5 fois le nombre de tués sur les champs de bataille de la Grande Guerre de 1918. Ainsi, la grippe espagnole aurait provoqué 21 millions de décès en Inde, entre 5 à 10 millions en Chine, 1 500 000 en Indonésie, 555 000 aux États-Unis, 250 000 en Allemagne, et on parle de 240 000 en France. De l'Alaska à Tahiti en passant par l'Afghanistan, l'Afrique subsaharienne, les Samoa occidentales où un cinquième de la population a péri sous les assauts du virus, l'épidémie la plus meurtrière depuis la peste noire du Moyen-Âge n'a épargné aucun pays, aucune région, aucune ville, aucun village, aucune île sauf la Nouvelle-Guinée, Sainte-Hélène et quelques confettis du Pacifique du Sud, disent les chercheurs. Et surtout Patrick Berch, directeur général de l'Institut Pasteur de Lille. Rien n'a pu l'arrêter. Ni les forêts tropicales, ni les montagnes, ni la jungle, ni même les glaces de l'Arctique. Tout commence, semble-t-il, aux États-Unis, de fin janvier, début février 1918, découvert par un médecin qu'on appelle Lorin Miner. Alors, aucun autre événement sanitaire de ce type n'est signalé dans le monde au même moment, ce qui accrédite la thèse d'origine américaine de la grippe espagnole. L'origine chinoise, un temps en vogue et aujourd'hui rejetée par la plupart des spécialistes. Très vite, l'agent pathogène refait surface dans le Middle West, où il prend d'assaut un camp d'instruction dans lequel sont cantonnés plus de 55 000 soldats. Là encore, un nombre anormalement élevé des jeunes recrues cloués au sol, au lit par la grippe. 20% font une pneumonie, le cauchemar, hélas, ne fait que commencer. Après avoir contaminé toutes les casernes des États-Unis et être passé aux populations civiles, cette drôle de grippe débarque en Europe en avril 1918 avec les Samis. Les soldats américains gagnent rapidement l'Afrique du Nord, l'Inde, la Chine, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Cette première poussée, bien que massive et très contagieuse, s'avère relativement bénigne, à l'instar d'une grippe saisonnière, mortelle à 1% par là. Mais alors que l'épidémie semble s'être éteinte au mois de juillet, une autre vague plus forte, plus brutale, plus létale explose un mois plus tard. Fin août, la faucheuse se déchaîne et ravage les deux hémisphères. La croissance des liaisons par rail ou par mer accélère aussi par les hostilités facilitant la propagation du virus sur tous les continents. La question que l'on se pose, est-ce le même virus qui a frappé au printemps et qui a le temps à muter, décupler son pouvoir pathogène, s'interrogent les chercheurs. Ou bien s'agit-il d'un autre organisme? Nous n'en savons rien, car aucun échantillon du virus de la première vague, avril-juillet, n'ayant été récupéré. Il est impossible de le comparer avec celui de la deuxième vague, août-novembre, qui lui a pu être séquencé. Alors, que dirons-nous donc de ça? Elle n'a épargné aucun pays, nous le savons. Ces mutations meurtrières, son mode opératoire. Le mode opératoire du virus de la grippe ressemble à celui de n'importe quel autre virus. Tel un minuscule cambrioleur, il s'introduit dans une cellule, prend le contrôle de son noyau, force son otage à lui fabriquer des centaines et des milliers de descendants. Le tout grâce à un petit nombre de gènes. Le virus de la grippe, comme le virus du VIH, est un virus dont
Le génome est formé d'ARN, une molécule très proche de l'ADN, explique beaucoup de chercheurs. L'ARN, donc, parfois appelé ribovirus, est un virus dont le matériel génétique est constitué d'ARN. Cet acide nucléique est généralement monocaténaire, ssRNA, mais peut également être bicaténaire, dsRNA. Les virus ARN peuvent provoquer de diverses maladies humaines telles que la maladie à virus Ebola, le SARS, la grippe, l'hépatite C, la fièvre du Nil occidental, la poliomyélite, la rougeole ou encore la COVID-19. Par ailleurs, de nouvelles souches de grippe peuvent apparaître quand des virus différents infectent un même individu ou un même animal, un porc par exemple. Des copies de leur ARN risquent alors de se mélanger. La nature rabat les cartes au hasard. La nature donc, en quelque sorte, et donne naissance à des virus hybrides porteurs de gènes nouveaux issus des deux virus parents pathogènes. Ce réassortissement génétique confère des propriétés complètement nouvelles au virus, ainsi créer propriétés auxquelles la population est très sensible, qui explique l'origine de plusieurs pandémies. Quand on risque de voir ressurgir les spectres d'un flux aussi dévastateur que celui de 1918, l'histoire nous apprend qu'au moins tous les 100 ans, une pandémie de grippe peut mal tourner et décimer la population. Or, ces virus mutent énormément. On parle donc de dérive génétique. Le virus de la grippe, auquel ces multiplications peuvent conférer une contagiosité et une virulence extrême, a donc toujours un coup d'avance sur les vaccins préparés avec les souches précédentes. Et ça, c'est très important à retenir. Alors, une longue traque s'est faite. Lancée très tôt aux trousses de ce virus de la grippe espagnole, les biologistes ont dû patienter près de 80 ans avant de pouvoir identifier le coupable. En isolant et en analysant grâce aux outils de la biologie moléculaire des fragments de virus présents, n'est-ce pas? On a pu prélever des échantillons de poumons appartenant à un jeune Américain mort de la pandémie en Caroline du Sud en septembre 1918. Le docteur Jeffrey Tubenberger de l'Institut de pathologie des forces armées de Washington a établi donc ainsi en 1996 qu'il s'agissait d'un virus de type A et de sous-type H1N1. Donc il existe 3 types de la grippe A, B et C et de nombreux sous-types qui se distinguent entre autres par la structure de l'hémagglutinine. Alors ce même chercheur est ensuite parvenu à séquencer tout le génome du virus de 1918 à partir des fragments des tissus pulmonaires. D'autres sujets morts entre septembre 1918 et février 1919, donc une femme inuit inhumée dans le Père Gay-Lissol en Alaska. Mieux, en 1905, Tubenberger et ses collaborateurs ont réussi à fabriquer en laboratoire des virus contenant au moins 2 gènes de virus de la vague létale de l'automne 1918. Un choc revient, une chose est certaine, en 4 mois de cette nouvelle flambée de grippe espagnole, une virulence extrême occasionne 90% des décès imputables à la pandémie. Partout, la maladie se caractérise par la jeune catégorie de ces victimes. Entre 15 et 40 ans, les sujets les plus âgés ont peut-être été immunisés par l'épidémie de 1989. À Paris, à Lyon, les fossoyeurs sont débordés. La pénurie de cercueils oblige, n'est-ce pas, à pratiquer notamment les enterrements sommaires. Un quart de femmes qui meurent de la grippe à Paris sont des bonnes à tout faire, sous-alimentées et vivant dans des chambres exiguës, mal chauffées. De même, la grippe recrute parmi de ces victimes, parmi les cordonniers, les tailleurs, les ébénistes, les couturiers, les blanchisseurs qui travaillent dans des minuscules ateliers insalubres. Le bilan démographique de cette catastrophe hors norme est encore sans cesse revu à la hausse. Enfin, dans les pays belligérants, la censure de l'information a contribué à dissimuler le péril, sans oublier que le temps fort de la pandémie a coïncidé avec un moment clé du conflit. L'armée allemande étant exsangue, tandis que les Alliés bénéficient de l'engagement américain, l'importance de la pandémie a été subsumée par le poids de la guerre, expliquent les scientifiques. Les morts au champ de bataille ont effacé les morts de la grippe. L'épidémie, partout où elle a sévi, a été totalement oubliée. Dès 1920 à 1921, ce n'est qu'avec la deuxième pandémie du XXe siècle, la grippe dite asiatique de 1957, que la grippe espagnole deviendra l'objet d'histoire de plein droit. Alors, avec ces 2500 ans d'histoire de grippe, nous vous retrouverons la semaine prochaine pour une nouvelle émission importante. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse et vous garde.